Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Aymeric Gros-Desormeaux, Martiniquais de 44 ans, qui fait de la période Covid une opportunité de retour. Alors bonjour Aymeric et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Karina. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Alors je suis martiniquais, j'ai grandi dans une ancienne habitation au Lamentin. J'ai effectué ma scolarité au Lamentin, puis au lycée Schellcher, avant d'intégrer les classes préparatoires aux études commerciales à Bellevue. Après quoi, je suis parti à Paris, dans une école de commerce, et j'ai commencé à travailler en tant que commissaire aux comptes et auditeur. Après quoi, je suis parti à New York, puis en Angleterre, où j'ai commencé en fait une carrière en tant que consultant. Consultant en organisation des sociétés et d'autres activités. Et récemment, je suis rentré en Martinique, donc en 2020, et là, j'ai commencé en fait une nouvelle carrière dans le bien-être et le coaching. Voilà, justement, complètement un changement de paradigme. On va revenir quand même sur les années en fait antérieures, parce que tu parles rapidement, tu passes rapidement sur tout ce qui était en fait commerce, finance, contrôle. Donc, tu as fait effectivement Paris, tu as fait Londres, tu as fait New York, mais comment ça se passe? Comment, en fait, on en vient à faire ces pays? Alors, c'est vrai que très tôt, déjà quand j'étais en classe préparatoire ici, c'était au lycée de Bellevue, j'avais une attirance pour le monde anglo-saxon. Je ne savais pas quoi exactement, mais peut-être le style de faire du commerce, de s'exprimer, etc. Et donc, je vais à Paris, en école de commerce, après mes classes préparatoires, et j'intègre ensuite un cabinet d'audit et de conseil, Ernst & Young. Et à ce moment-là, dès le début, il y avait un système de parrainage en fait. Oui. Dès le début, je parle à ma marraine et je lui dis, mais je souhaite être transféré à New York. Donc, c'est l'objectif. Elle me dit, écoute, c'est un peu tôt. En général, on attend d'être senior, donc après 3 ans, etc. Et je dis, oui, mais c'est ça l'objectif. Donc, vu qu'il y avait quand même un turnover assez important dans la société, après 2 ans, j'ai décidé de démissionner et de partir là-bas à l'aventure, donc à New York. C'est-à-dire que tu démissionnes... Je démissionne d'un cabinet qui est quand même une renommée internationale, où tu as un salaire quand même assez confortable, tu as une zone de confort, etc., pour partir à l'aventure. Pour partir à l'aventure, et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, je pars à l'aventure, même au sein du cabinet, ils ne comprennent pas. Autour de moi, ils me disent « Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu penses à la sécurité sociale ?» Oui. Et c'est vrai qu'effectivement, ça m'avait marqué. J'avais 26 ans et autour de moi, on se posait déjà la question sur la retraite. Et je me suis dit, je disais non, mais c'est là-bas que je vais. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé à tout le monde. J'en ai pas parlé à tout le monde. J'ai tout simplement dit que j'avais une opportunité et que je partais. Par contre, effectivement, ceux que je savais qu'ils allaient me soutenir, j'en parlais. D'accord? Parce qu'effectivement, il y a cette notion de motivation, d'encouragement qui est importante. Et puis, il y a les peurs des autres, effectivement, qui peuvent venir aussi court-circuiter un projet que vous avez. Donc, je suis parti là-bas. J'ai quand même toqué à la porte de Ernst & Young, là-bas. Donc, pour la petite histoire, oui. J'arrive à Times Square. J'ai mon costard, j'ai mon CV que j'avais déjà imprimé. Et je vais effectivement me présenter à l'accueil du cabinet Ernst & Young, qui est à Times Square aussi. Et je demande à parler à la personne des ressources humaines. Et c'est vraiment ça, les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils disent, bon, écoutez, on l'appelle et j'ai rendez-vous l'après-midi. Donc, c'est vraiment très rapide. C'est pas le système français. C'est pas le système français, okay. Non. Donc, j'ai rendez-vous l'après-midi et là, elle me pose des questions. Alors, pourquoi tu veux venir et tout ça? Mais elle sent bien que j'ai quitté Ernst & Young Paris par rapport au fait que, effectivement, ce que je faisais en tant que commissaire aux comptes, auditeur, ne me plaisait plus tellement. Donc, finalement, ça n'a pas donné suite. Mais c'est vrai que ce que je retiens de cette expérience, c'est l'ouverture. C'est la rapidité des choses.
Je vais, je toque à la porte et tout de suite, je rencontre des gens. Et ça a été aussi mon expérience dans d'autres sociétés où je n'avais pas de visa, hein, je n'avais pas de visa pour travailler, visa d'immigration. Mais tout de suite, quand je suis arrivé à New York, j'ai pris une puce, j'ai pris un téléphone, j'ai actualisé mon CV, je l'ai mis sur Monster d'ailleurs, parce que Monster à l'époque, c'était quand même un site assez conséquent. Et rapidement, j'ai eu des appels. Mais genre le lendemain, Amérique, quelle est ta situation ici? Est-ce que tu as la recherche et tout ça? Et certains recruteurs, tout de suite, me diront, non, tu n'as pas de visa, ok, on ne donne pas suite. D'autres, au contraire, me disaient, ok, on va te faire avoir un entretien et puis on verra. Peut-être qu'ils vont te sponsoriser. Et j'ai eu plusieurs entretiens comme ça. J'ai aussi été en contact avec l'Office du tourisme de la Martinique. Oui, c'est vrai qu'il y a une... Voilà, et je me rappelle Madame Viltord, qui m'a marqué aussi, hein, qui m'a marqué parce que elle m'a donné des conseils, elle a vu aussi la façon de s'exprimer. Elle m'a dit, tu sais, il y a quelque chose que tu as qui est important, c'est le body language. Et effectivement, après, moi, c'est ce que j'apprends aussi aux autres hein, lors des entretiens, puisque je fais du coaching dans ce domaine. Donc, c'est vrai que là-bas, ça va vite. J'ai rencontré des gens qui aidaient justement, qui donnaient des conseils pour obtenir des visas. Et puis finalement, le plan B, pour moi, c'était l'Angleterre. Parce que l'Angleterre n'a pas besoin de visa à l'époque. Donc, pas besoin de visa. Donc, je bifurque à Londres. Donc, je m'étais déjà préparé. Et là, je commence dans une auberge de jeunesse. Dans une auberge de jeunesse, j'arrive. Donc, pareil, même procédé. J'arrive, je dépose mes valises, j'actualise mon CV. D'ailleurs, un CV qui était intéressant pour les recruteurs, puisque je suis passé par un cabinet de renommée. Et dès le lendemain, des appels. Après 2 semaines, j'obtiens un contrat, en fait. Hein. C'est un contrat, c'est-à-dire c'est comme un CDD. Un CDD pour la société Canon. D'ailleurs, Canon qui fait les appareils photo, les photocopieurs, etc. Et en fait, cette expérience-là a marqué ma vie, car c'est là que je commence en fait dans un domaine d'études de processus, mais surtout que je rencontre beaucoup de personnes autour de moi, français, néo-zélandais, australiens, italiens, qui sont à leur compte. Et c'est là que mon boss, mon manager me dit « Va voir Alexandro. Va voir Alexandro. Il va te dire comment faire pour monter ta boîte et devenir consultant. » Et c'est là que l'aventure a commencé. Je suis resté 4 ans avec eux et après, j'ai continué avec de belles opportunités. D'accord. Donc, tu exerces un métier très sérieux quand même de commissaire au compte, d'auditeur. Tu pars à New York sans en fait finalement avoir tâté le terrain. Tu n'as pas fait du tout de recherche en amont, sans visa, pour travailler. Tu atterris dans une auberge de jeunesse à Londres. Et donc, voilà, ton aventure commence. Et on dit quoi à ce moment-là au niveau de la famille? Parce que on va quand même revenir à l'Amérique petit. Donc, en fait, effectivement, tu disais tout à l'heure que tu avais grandi dans une habitation qui est quand même assez connue ici. Tes parents sont aussi connus en Martinique. Qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là? Alors, heureusement pour moi, et je pense que c'est le cas aussi pour chacun de mes frères et sœurs, c'est-à-dire qu'ils sont OK avec ça. Et je me rappelle, à l'époque, j'en parle à ma mère, je lui dis, tu sais, je vais démissionner, je vais partir à New York. Elle m'a dit, OK. Mon père aussi, OK. Donc, c'est-à-dire qu'on a grandi comme ça. On a grandi comme ça avec une marge de manœuvre assez grande. Pas de pression, mais quand même un cadrage, un support. Et le support, ça se faisait par exemple par du soutien scolaire. Le support se faisait par, effectivement, un petit contrôle quand même de ce qu'on faisait. Mais pas de pression, on ne va pas nous dire, on n'était pas en fait derrière les meilleures notes. Hein, aucun de nous, on était les meilleurs de la classe. Hein, et pourtant, chacun de nous, on va dire, on a fait ce qu'on a voulu
et on est devenu libre. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on va revenir justement aussi sur la fratrie, parce que ton parcours est quand même assez riche, en fait, à 44 ans. Il n'y avait rien qui te prédestinait à être justement dans le care, dans le soin, dans le développement personnel. Et pourtant, en fait, tu y es. Donc, depuis 2018, tu deviens maître enseignant certifié. Tu changes complètement de paradigme. 2020, tu retournes effectivement en Martinique. Waouh, quoi. Waouh. Et justement, est-ce que tu pourrais revenir? Donc, il y a cette période de consultant, donc à Londres. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? En fait, je sais qu'effectivement, en 2017, il y a quand même quelque chose de pénible qui se passe, puisque ton papa, il décède. Pour l'information, effectivement, c'était Monsieur Desormeaux, puisqu'il ne voulait pas se faire appeler Gros Desormeaux par simplicité, donc qui était quelqu'un, effectivement, d'assez extraordinaire. Est-ce que c'est ça aussi qui fait que finalement, tu vas aller vers finalement ce champ-là? Alors, ce qui m'a encouragé à changer, en fait, c'est de voir aussi sur le terrain la réalité. C'est-à-dire, en tant que consultant, ben, j'ai travaillé dans des cabinets, j'ai travaillé directement pour des clients, mais avec, en fait, cette rigueur, avec aussi des deadlines, en fait, hein, des objectifs en termes de temps, en termes de chiffres. Il y avait aussi quand même un risque lié aux résultats, hein, même si on a des assurances en tant que consultant, mais il y a quand même cette donnée-là. Donc, il y avait quand même une pression qui était là, en fonction, bien sûr, du type de mission. Et je dirais que c'est en cheminant moi-même, parce que je me rappelle, j'étais en Angleterre, je marchais, je crois que j'étais à Notting Hill, et puis je me suis dit, mais je suis bien, je gagne bien ma vie. Hein, à l'époque, j'avais acheté 2 appartements à Paris, et je me suis dit, bon ben, je suis comblé de ce point de vue-là. Et à ce moment-là, je me dis, mais il y a quelque chose d'autre. Il y a bien quelque chose d'autre qui va au-delà du matériel, qui va au-delà de ce qu'on voit. Et à ce moment-là, quelques jours après, je tombe sur quelqu'un dans la rue qui a son petit livret et qui me donne un livret sur le yoga. Je dis, ah, intéressant, le yoga, j'ai toujours entendu parler du yoga, mais je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Je lis et effectivement, je me connecte à cette forme de vie. Mais ce qui a vraiment changé ma vie et qui m'a ouvert, ce sont des livres, d'autres livres, comme Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle, Le hasard n'existe pas. Et c'est vrai que, notamment le pouvoir du moment présent, j'ai eu des, comment on dit en anglais, des moments haha. Il dit, ah oui, effectivement, il y a le corps humain, il y a l'esprit, il y a la conscience, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Et quand j'ai lu ça, donc à l'époque, je travaillais pour ArcelorMittal, hein, pour la petite histoire, à Florange, là où Sarkozy était passé, et annonçait effectivement qu'il avait sauvé l'usine. Oui. Mais en vérité, tout était déjà prévu. Une délocalisation du centre de services partagés, etc., etc. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gagné du temps. Avec des émotions fortes, avec des personnes effectivement en détresse, en difficulté. Donc là, tu as pu palper finalement cet aspect-là du travail. Exactement. C'est-à-dire que souvent, je travaillais dans des conditions de délocalisation, d'optimisation, réduction d'effectifs. Et c'est vrai que on voit et on ressent la douleur des gens. Donc, on accompagnait aussi au changement. Mais c'est pas toujours évident. Donc, il y a ce cheminement qui s'est fait non seulement sur le terrain, avec des gens, avec des employés qui voyaient leur vie changer, mais aussi un développement personnel, on va dire un éveil à ce qu'on ne voit pas, un éveil à ce pourquoi peut-être on est venu. Donc le déclencheur a été le petit livre qu'on t'a donné, ça m'a marqué en fait, ça. C'est-à-dire que le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas, c'est ça. Ça m'a marqué. Je l'ai pas forcément relu, hein. Mais peut-être s'il y a un livre que je retiens, c'est le pouvoir du moment présent.
et bien d'autres livres. Mais ça a été le début en fait d'un cheminement et qui a fait que naturellement, j'ai à un moment donné proposé des services de bien-être à mes clients. C'est-à-dire que je proposais des services de conseil en organisation des sociétés, en conformité, et en même temps, à côté, bien sûr, ça demandait aussi de jongler, avec les ressources humaines notamment, et de proposer des services de bien-être aux employés. Dans un premier temps, c'était gratuit, et après, c'est devenu payant. C'est-à-dire, tu leur proposais quoi? Alors, je leur proposais, on est dans un cadre d'entreprise, donc il y a quand même une investigation sur qui je suis, qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Donc, dans un premier temps, c'était de la relaxation. Donc, là aussi, pour lutter contre le stress, dissiper le stress, équilibrer les émotions, on allait faire des séances de relaxation avec la respiration. J'avais un bol tibétain, d'ailleurs, qui aide justement à cette relaxation, avec la fréquence vibratoire. Car le son, effectivement, émet une fréquence vibratoire. Et puis, il y avait aussi la partie apprentissage. Comment chacun de nous peut équilibrer, en fait, sa vie. Travailler dur, c'est important, en tout cas pour certains, mais tout est une question de balance, d'équilibre. Donc, on est sur le yin et le yang. S'il y a trop de plus, je serais, par exemple, trop de joie. Est-ce que tu savais qu'il y a des gens qui meurent de joie? C'est-à-dire d'euphorie, et effectivement, qui peut être suivi d'une crise cardiaque, par exemple. Donc, trop de plus amène la maladie, trop de moins aussi. Donc, le stress, notamment, crée l'oxydation des cellules. L'oxydation des cellules crée la maladie et arrive à des états de dépression et même plus. Donc, si tu veux, c'est un tout. Donc, voilà. Ça a ouvert effectivement tes perspectives différentes sur la vie, sur qui tu es, ce que tu dois faire comme mission. Ce que je dois faire comme mission, et c'est ce que je souhaite aussi à tout un chacun. C'est-à-dire se découvrir ou se redécouvrir lui-même. Et en fait, j'ai eu des signes précurseurs. J'ai eu des signes précurseurs et je vais en prendre deux. Je me rappelle, donc à Ernst & Young, il y avait un week-end d'intégration. C'était en Bretagne, c'était à Bénodet. Et donc, on se formait. Autour de moi, il y avait des gens de très hautes écoles, Centrale, HEC, Subdeco, etc., etc. Et donc, on était dans un atelier. Et à un moment donné, on fait une démo. Comment gérer, justement, le stress au travail, mais dans une situation de manager. Et là, on m'a pris comme démo. On dit, Émeric, tu vas venir, tu seras le manager. Et en fait, tu vas voir plusieurs personnes qui viennent à toi et qui te disent, voilà, j'ai ça, qu'est-ce que je fais? J'ai ci, qu'est-ce que je fais? Et bien sûr, je n'avais aucune idée de ce pourquoi ils venaient me voir. Et à une occasion, donc il y a quelqu'un qui vient me voir. Donc bien sûr, tout ça, on est devant une audience. Et qui me dit, Émeric, je ne sais plus comment faire, je me sens stressé, j'ai des palpitations, etc., etc. Et personne ne m'avait appris ce que j'allais partager. Je lui ai dit, écoute, on va faire quelques exercices. On va faire quelques exercices de respiration, on va monter les bras, on va descendre. Ça m'a surpris, ça a surpris toute l'audience et ça a marché. Donc ça, c'était la première chose. D'accord. Et puis après, il y a eu aussi, avec mon père, notamment, donc mon père que je venais voir régulièrement, ma famille que je venais voir régulièrement, et après avoir vu une vidéo en ligne d'un grand maître que je suis aujourd'hui, docteur et maître chat, j'ai vu qu'il faisait ce qu'on appelle du body tapping, tapotement corporel à des points d'acupuncture. Donc ici, nous avons des points d'acupuncture, notamment pour les poumons, etc. Et je vois ça à la télé, c'était sur YouTube, et naturellement, je me vois en train de partager ces pratiques avec mon père dans le jardin, et régulièrement, tous les matins, lorsqu'il devenait un petit peu plus dépendant, eh bien, on faisait ces pratiques. Et en fait, pour moi, ce sont des signes, des signes qui font que j'avais ça en moi, et il fallait d'une façon ou d'une autre l'exprimer.
Et il y a des choses, en fait, est-ce que tu dirais, à part ça, ces éléments déclencheurs, il y a des rencontres aussi qui t'ont permis justement d'aller vers ce changement de paradigme ou cette évolution, cette prise de conscience de qui tu es et de ce que tu peux donner? Alors, c'est vrai que les rencontres, pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes, en fait, dans nos vies. Et ceux qui ont la possibilité de voyager ou même de rencontrer des gens très différents ont beaucoup de chance. Et ça a été mon cas. Et notamment à New York. À New York où j'ai rencontré notamment Madame Filtord, mais aussi une personne qui m'avait été recommandée par quelqu'un et qui m'a raconté une histoire. Donc je me rappelle, on était, je pense, sur la 5e avenue dans un café et puis elle me disait, donc française, hein, enfin une personne de nationalité française, et qui m'a dit, ouais, tu sais, c'est quoi la différence entre les Français et les Américains? Alors, je lui ai dit, bah, j'ai une petite idée. Et elle m'a raconté cette histoire. Elle m'a dit, imagine une course de bateau qui part de la France et qui traverse l'Atlantique pour arriver sur la côte américaine. Donc, tu as une équipe française, une équipe américaine. Et en fait, le challenge, c'est de créer le bateau, de le mettre à l'eau et d'arriver. Eh bien, il y aura l'équipe française qui va effectivement être très méthodique, qui va chercher les derniers matériaux, la dernière technologie, faire le testing, ce qu'on appelle le testing, oui. C'est-à-dire qu'on va vraiment tester le bateau avant la mise à l'eau, etc., etc. Et les Américains, peut-être un petit peu plus bout en train, qui ont une expertise, mais qui sont plus dans, on va dire, une part d'expérimentation. C'est-à-dire, playfulness. Voilà. Nous allons créer un bateau, il ne sera pas parfait, nous allons le mettre à l'eau, il y aura des trous, on va les colmater et on va aller de l'avant. Eh bien, le temps que les Français construisent le bateau, fassent le testing, le mettent à l'eau, ben les Américains étaient quasiment arrivés sur l'autre bord. Et bien sûr, les Français ont quasiment rattrapé les Américains, mais les Américains, de par cette approche, ont gagné. Et c'est vrai que ça m'a marqué. Et donc, il y a des gens comme ça qui vont vous raconter des histoires, qui vont vous marquer. J'ai aussi beaucoup de personnes autour de moi, notamment des amis très proches, des amis d'enfance, d'autres personnes que j'ai rencontrées après, qui m'ont inspiré. Voilà, parce qu'avec tous des parcours aussi différents et enrichissants. Oui, et en fait, c'est aussi l'ouverture d'esprit. Je crois que quand on a, quel que soit ce qu'on fait, et notamment quand on est dans la reconversion, quand on est dans le changement, eh bien, on espère pouvoir partager cela avec quelqu'un. Et c'est vrai que je l'ai souvent fait avec ma sœur, notamment. Ta sœur, justement, aussi, quand tu parlais de liberté, en fait, qui est DJ. Voilà, donc c'est un bel exemple de reconversion voilà. Artiste peintre. Alors avant cela, oui. Elle était vendeuse dans des magasins de luxe. Oui. Ensuite, effectivement, artiste peintre. Ensuite, DJ. Et maintenant, DJ et producteur. Tout à fait. Oui. Donc, c'est quand même un cheminement très intéressant. Et je remarque qu'on a en fait, en tant qu'être humain, tendance à mettre les gens dans des boîtes. Donc, c'est-à-dire que si vous l'avez connu il y a 20 ans, vous allez considérer que c'est toujours la même personne. Et non. Mais voilà. Par contre, ceux qui ont connu ma sœur ou moi-même 20 ans après, donc ils viennent de nous connaître, ils disent « Ah, mais Aymeric, je l'ai connu en tant que thérapeute, en tant que coach. Je ne sais pas ce qu'il était avant. » Et d'où l'importance, en fait, de tout le temps actualiser, rénover son cercle d'amis, si c'est possible, l'étendre, parce qu'effectivement, il y a certaines personnes qui vont rester dans le passé et d'autres personnes qui seront un petit peu plus au fait des choses parce que... Ouais. Mais on va revenir sur quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure de l'environnement en fait familial, parce qu'en fait finalement ton cadre de vie, ta famille t'a donné cette opportunité aussi de pouvoir expérimenter, de pouvoir oser. Et je crois que tout le monde aussi n'a pas ces possibilités-là. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut entendre.
Et ça, justement, avec ta société, avec la société que tu as créée avec ton ami d'enfance, ça s'appelle Ayomoon, Ayomoon. qui veut dire en haut. En haut, c'est-à-dire Super. au-dessus de nos têtes. Waouh. Mais voilà, donc ça, en fait, Ayomoon peut aider les gens, en fait, qui sont pas en capacité d'avoir peut-être des repères ou des tuteurs, en fait, pour les aider à pouvoir accéder à cette liberté, à cette façon d'oser, de transformer les choses. Osons oser. Donc, oui, en fait, la première chose que ce centre de bien-être pourrait permettre de faire dans ce contexte-là, c'est déjà une reconnexion avec nous-mêmes. Parce que beaucoup d'entre nous, nous allons suivre un chemin qui nous a été inspiré par les parents. Donc, par exemple, j'ai vu pharmacien, fils de pharmacien qui devient pharmacien, fils de docteur qui devient docteur, fils de vétérinaire qui devient vétérinaire, etc. Et bien sûr, il n'y a rien de négatif à cela. Hein. Il y a ce qu'on appelle le mimétisme. Mais le plus important, c'est d'être heureux. D'être heureux et épanoui dans ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on revient à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui m'a animé? Qu'est-ce qui m'a passionné? Et notamment quand j'étais plus petit. Parce que là, il n'y a pas tellement d'incidence. Et je prends juste mon exemple. Quand j'étais petit, j'adorais en fait démonter, notamment une mobilette que j'avais, démonter tout, la remettre, rénover, repeindre. Et donc en fait, j'avais cette propension à toujours vouloir démonter et rénover et améliorer. Ensuite, plus tard, ça s'est concrétisé par de la rénovation d'appartements. Et donc là aussi, j'aimais ça. Très récemment, c'est même un bâtiment que j'ai pu rénover. Mais tu parles de quel bâtiment de l'ancien bâtiment de mon père, qui était une imprimerie, voilà, à la Jambette. D'accord. Qui est devenu le centre. Qui est devenu le centre Ayomoon, en tout cas au premier étage. D'accord. Bien sûr, il y a aussi le côté challenge de tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si on revient à la source, très petit, il y avait cette graine. Et aujourd'hui, cette graine, eh ben, elle a donné un arbre. Et cette graine me permet aujourd'hui, non pas de démonter des motos, de faire ci sur quelque chose de matériel, mais d'aider l'humain. L'humain à se réinventer lui-même. L'humain à revenir sur ce qui l'anime au fond de lui. Juste avant cet entretien, je parlais à quelqu'un justement qui a, je pense, peut-être plus de 50 ans et qui a du mal à revenir sur le marché du travail. Et donc la question se pose, je lui dis, mais est-ce que tu as pensé à te mettre à ton compte? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui t'a animé quand tu étais petit? Et il me parle de pilote de chasse. Je lui dis, oui, alors pilote de chasse, bon, ben, aujourd'hui, il y aura peu de probabilités, oui, c'est sûr. Mais derrière ce métier, est-ce qu'il y a la notion d'évasion, du ciel, de voler, etc. Et comment, en fait, tu peux peut-être te connecter à ces éléments, à ces composants. Et qu'est-ce que tu peux peut-être proposer aux autres, hein, si tu lances ta société dans ce sens. Donc, Ayomoon permet d'abord, et c'est important en fait, hein, de faire une connexion avec vraiment ce qui nous anime. Qu'est-ce qui nous anime? Et peut-être qu'on a oublié. Et je vais juste te donner un exemple d'un jeune en fait, de 17 ans, qui est venu à mon cabinet, donc au centre. C'était pour une consultation, donc avec sa mère. Et là, il ne le savait pas en fait. Hein. Il est venu parce que on trouvait qu'il n'était pas assez assidu, motivé, un petit peu, on va dire, un peu blasé. D'accord? Et on a fait une méditation. On a parlé, bien sûr, avant, et on a fait une méditation. Et pendant la méditation, il a eu un flash. Il ouvre les yeux et me dit « Ça y est, je sais ce que je veux faire ». Et il s'est vu avec une blouse blanche dans un domaine de la radiologie, etc. Et
Et là, j'ai dit, c'est formidable. Ce sont des outils. Des outils. Mais justement, ça dure combien de temps? Parce qu'est-ce qu'il faut une séance, 2 séances, un atelier comment? Ça va dépendre en fait de chacun. Ouais. Donc lui, il a eu de la chance, ça s'est passé très rapidement. Je pense que, en fait, ce que j'arrive à faire, c'est combiner mon ancien travail qui consistait à poser des questions. D'accord. Et grâce à ces questions, je vais te guider effectivement sur peut-être ce qui t'a animé. Et le plus important, c'est pas le pilote de chasse, hein, c'est ce que ça représente pour toi. C'est la symbolique, le ciel, l'évasion, la liberté. Et en fait, de faire revenir pour finalement trouver quelque chose de plus concret. Et ensuite, on va passer à une phase d'action. Et est-ce que tout le monde est à même de pouvoir s'offrir en fait ce genre d'atelier? Ça, ces questions, effectivement. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, Alors, ça dépend. Ça dépend ce qu'on veut. Si par exemple, c'est une consultation simple pour dire, quel est mon objectif de vie? Pourquoi je suis venu ici, sur Terre? Donc là, effectivement, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Mais ce que je vais proposer, c'est vraiment en fait un ensemble de services. C'est-à-dire, dans un premier temps, connexion avec notre cœur spirituel. Connexion ensuite avec un projet. Et au fur et à mesure, mettre des outils, utiliser des outils bien concrets en place. Business plan, donc bien sûr, il nous faut de ça. Les finances, la trésorerie, le fonds de roulement, il faut de ça. Aussi des outils marketing. Et là, moi-même, je me forme à cela. Donc, je fais juste une parenthèse pour dire que, en tant que consultant et même en tant que coach en bien-être, on est constamment en formation. Et ce que j'apprends, je le partage. Et là, aujourd'hui, je me forme pour aider tout un chacun à utiliser les outils web. Les outils web qui évoluent énormément. Donc, avoir cette connexion au cœur, des outils financiers, des outils en marketing. Et puis, il y a le dernier élément, c'est la motivation. Car souvent, on a une super motivation au départ, on dit « je veux ça, je veux ci » et au final, on voit que ça s'éteint. Et c'est là qu'il faut quelqu'un pour vous ramener, vous dire « allez, on continue. Je l'ai fait, Isa l'a fait, ma compagne Karine l'a fait, mon frère, etc., etc. » et on continue. D'accord, donc tu donnes des exemples en fait de personnes qui ont persévéré, qui ont réussi, la motivation. Mais est-ce que justement ceux qui voient Aymeric de 44 ans maintenant, ceux qui l'ont connu il y a 20 ans, en fait, le prennent pas pour un illuminé? Après, je dirais c'est chacun. Non, mais la question, effectivement, elle peut être dérangeante. Mais c'est vrai que parler de spiritualité, surtout aux Antilles, ça peut donner aussi peut-être des espèces de personnes qui mais qu'est-ce qui lui arrive? Il n'est pas comme avant, il n'est pas dans la même ambiance, le même environnement. Il nous parle de quoi? De Tao, de chants quantiques. Alors c'est vrai. Et moi, ce que je dirais à ça, c'est que je suis tout à fait prêt à en discuter. Parce que souvent, quand on pense avoir la vérité, eh bien peut-être qu'on va se retrancher, dire c'est moi qui détiens la vérité. Et non, en mode défensif alors. En mode défensif. Oui, ou bien tout simplement ne pas partager avec les autres. Or, c'est quelque chose que moi j'ai appris à faire. Alors je m'efforce aussi de le faire, parce que quelquefois on n'a pas toujours envie de le faire. Mais c'est-à-dire que le débat, il ouvre aussi les cœurs. Je me rappelle à une époque où je regardais beaucoup C'est dans l'air. Et là, on est dans les débats à la française, etc. Quand je suis passé de l'autre bord, donc de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, eh bien, c'est vrai que je regardais plus ces émissions-là. Au moins. Donc, il y a eu une période de transition. Donc, en France, j'ai eu, en fait, cette habitude de débat, de contradiction, de ci, de ça. En Angleterre, c'est pas que ça n'existe pas, mais ils sont moins sur ça. Et c'est vrai que naturellement, je serais moins tenté de débattre, en fait.
Ceci dit, c'est vrai que si ça se passe dans la joie, la bonne humeur, et puis quelquefois, ben c'est vrai, hein, il y a des petites frictions, hein, c'est normal. Eh bien, allons-y. Allons-y parce que c'est pas tout le monde qui, comme tu dis, hein, si on n'entre pas dans ce débat, on partage pas, eh bien, ah, mais Aymeric, peut-être que c'est un illuminé, il a découvert un truc. Oui, effectivement, on peut penser cela, mais moi, je dirais, venez, Voilà, discutons. venez découvrir. Voilà, venez découvrir. Et Aymeric, justement, est-ce que tu peux nous parler des outils que tu utilises dans ton centre pour accompagner les gens? Alors, pour accompagner les gens et surtout aider les gens à la transformation, le plus important, c'est tout simplement de changer notre champ vibratoire. Notre champ vibratoire, c'est quoi? C'est de l'énergie et c'est aussi de l'information. Par exemple, si lors de votre enfance, on vous a dit que vous ne saviez pas faire ci, on vous a diminué, eh bien, il y aura cette information qui sera dans votre champ vibratoire, dans votre corps et qui sera bien sûr sujet à un manque de confiance en vous. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est qu'on va vous connecter à une fréquence vibratoire plus élevée que la vôtre, afin de transformer votre champ vibratoire. Comment on fait cela? Eh bien, on utilise un outil qui s'appelle la calligraphie du Tao. Alors, le Tao, c'est pas le taoïsme. Le Tao, c'est le champ quantique, c'est la source, c'est l'univers. Et comment on se connecte, en fait, à cette calligraphie? Il y a différentes façons de se connecter. Mais dans un premier temps, il faut savoir que cette calligraphie, elle représente un message. Ici, le plus grand amour. Alors, une explication plus poussée, en fait, de cette calligraphie. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? On peut se poser la question. L'amour, c'est deux amis qui sont représentés par deux poissons, ici. Deux amis qui vivent avec un même cœur sous le même toit. Donc c'est bien sûr une interprétation. Comment se connecter à cette fréquence vibratoire? Eh bien, on va notamment dans une méditation relier les 5 doigts de la main. Les 5 doigts de la main qui représentent les 5 éléments de la main. Je me connecte en reliant les 5 doigts de la main et ensuite je trace cette calligraphie. Tracer, c'est ici, je commence par le cercle et après je suis les éléments. Dans la calligraphie, il y a le yin et le yang. Le yin, c'est-à-dire la partie plus fine, le yang plus grasse, etc. Donc en fait, cette calligraphie, elle représente quoi? L'unité, car effectivement ici, il y a plusieurs caractères chinois qui sont liés les uns avec les autres, donc c'est l'unité. La dualité aussi, le yin et le yang, et bien sûr le message positif, c'est-à-dire l'amour. Donc on a en fait des outils comme cela qu'on va utiliser pour faire des méditations et pour permettre à tout un chacun de se connecter à sa nature profonde, mais aussi au champ quantique de l'amour. Donc voilà, je vous invite à venir expérimenter cela. En tout cas, c'est très poétique. Un mot pour la fin, parce qu'on a vraiment dépassé l'heure. Un mot pour la fin, je dirais, osons oser, que vous ayez 15 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus. Effectivement, la reconnexion à nous-mêmes, à notre, je dirais, mission de vie, elle est importante. Et il n'y a pas d'âge pour cela. Moi, je l'ai expérimenté et j'encourage tout un chacun à se retrouver lui-même et surtout à être dans l'épanouissement. On vous propose de le faire au Centre Ayomoon. Je mets en place des formations très prochainement pour une reconversion professionnelle et je te remercie, Karina. Merci à toi, Aymeric.